Écho du net congolais. Voici Écho du net congolais, votre signal à travers le brouhaha du web en Afrique centrale. Ce soir, 10 millions de dollars, un transfert discret et une question assourdissante. Nous traquons des pings sur les forums, des fragments dans les registres et des vides là où les données se taisent. Restez vigilants, abonnez-vous et activez la cloche. Quand l'argent circule dans l'ombre, Internet se souvient. Commençons. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui entremêle argent, pouvoir et succession politique au cœur de l'Afrique. Avant d'entamer ce voyage complexe dans les coulisses du pouvoir au Congo-Brazzaville, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Merci également de cliquer sur la cloche de notification pour vous informer en temps réel. Notre histoire commence avec un chiffre, 10 millions de dollars. En septembre 2025, cette somme aurait été discrètement transférée au Trésor congolais. Bien que le paiement ait été légal dans le cadre d'un partenariat pétrolier pour le permis de Nzombo, son calendrier et son objectif soulèvent de profondes questions. Pourquoi une telle somme serait-elle versée à un État déjà ostensiblement soutenu par sa compagnie pétrolière nationale, la SNPC ? Cette question devient encore plus pressante lorsqu'on la juxtapose à un autre événement majeur du calendrier politique, le congrès crucial du Parti congolais du travail, le PCT. La nuit précédant le vote crucial, la véritable bataille politique se déroulait, dit-on, non pas dans les salles publiques, mais dans l'ombre feutrée des cercles de pouvoir. L'air de Brazzaville était lourd de tension et d'anticipation. Chaque camp affûtait ses stratégies, conscient que les prochaines heures détermineraient l'avenir politique du pays. Au cœur de cette effervescence, le Ngwiri, un sac d'argent sale destiné à la corruption, à l'achat des consciences, devenait l'épicentre des manœuvres les plus secrètes. C'est de ce centre, véritable sanctuaire du pouvoir traditionnel, qu'une délégation discrète aurait été dépêchée vers la résidence de Pierre Ngolo, membre influent du PCT et président du Sénat. La mission était d'une importance capitale, obtenir son soutien, ou à tout le moins sa neutralité. Pendant ce temps, aux abords de la villa de Ngolo, ses gardes du corps triés sur le volet auraient remarqué des mouvements inhabituels et suspects, des silhouettes furtives, des véhicules aux vitres teintées s'attardant anormalement. L'instinct leur criait que ces ombres appartenaient aux hommes d'Oboa, le rival, venu espionner, voire intimider. La paranoïa était à son comble. Simultanément, les appels téléphoniques ont commencé à se multiplier, crépitant à travers les lignes sécurisées. Des murmures, des promesses, des menaces voilées. Des assurances auraient été données depuis les plus hauts niveaux de l'État, tentant de calmer le jeu et de garantir que la nuit se déroulerait sans incident majeur. Mais dans ce climat de méfiance généralisée, chaque parole était pesée, chaque silence interprété. Lorsque la délégation du Ngwiri est finalement arrivée à la porte de Pierre Ngolo, elle a été confrontée à un obstacle silencieux et inamovible. Pas un mot ne fut échangé. Seuls les regards durs de la garde rapprochée de Ngolo leur barraient le passage, un mur humain signifiant une fin de non-recevoir. Après une attente qui parut une éternité, ils sont retournés avec le Ngwiri avec la pire nouvelle possible. Le message était clair, brutal. La clé dont ils avaient désespérément besoin pour ouvrir la dernière porte de la succession, la pièce maîtresse de leur plan, refusait obstinément de tourner. L'échec était total et la nuit, loin d'être terminée, venait de basculer dans l'incertitude la plus complète. Le lendemain, jour du vote, l'atmosphère du Congrès était lourde d'une certitude presque théâtrale. Tout était méticuleusement en place pour l'acte final d'un scénario préécrit dans les coulisses du pouvoir. Les discours étaient prêts, les sourires de circonstance préparés. La succession semblait n'être qu'une simple formalité, une pièce dont l'issue était connue de tous les acteurs principaux. Mais alors que le rideau allait se lever, un détail, d'abord anodin, a commencé à fissurer cette façade de contrôle absolu. Pierre Ngolo, membre influent du PCT et président du Sénat, n'était pas à sa place. Son siège, bien en vue, restait vide, et il n'était pas le seul. Bientôt, le murmure s'est transformé en constat. 4 autres dignitaires tékés, figures influentes d'une région voisine de celle du président, manquaient également à l'appel.
Dans les systèmes politiques aussi centralisés et fragiles que celui du Congo, une absence coordonnée n'est jamais une coïncidence. C'est un message, un acte de défiance capable de faire trembler les fondations d'une succession orchestrée. Soudain, l'agitation gagne les rangs. Les téléphones sonnent frénétiquement. En public, on joue à l'ignorance, on feint la surprise. En privé, on temporise, on cherche à comprendre, on négocie fiévreusement pour sauver le plan. Chaque minute qui passe rend l'impasse plus profonde. Le silence des absents plus assourdissant. Face à cette crise inattendue qui menaçait de tourner à l'humiliation publique, le président Denis Sassou Nguesso lui-même a été contraint d'intervenir. Isolé, il devait faire un choix crucial, imposer son plan au risque d'une fracture ouverte ou reculer. Dans un revirement stupéfiant qui a pris tout le monde de court, le président aurait exigé la reconduction pure et simple de la direction actuelle du parti. Le grand plan de succession, préparé depuis des mois, a été brutalement avorté. La pièce de théâtre s'est achevée sans son dénouement prévu, laissant la question de l'après Sassou plus incertaine que jamais. Ainsi, ce qui a commencé comme un refus d'être intimidé, un refus du bonus d'une Guiri, est devenu un puissant symbole de la dignité téké. Dans les jours qui suivent, une phrase circulait dans les cercles fermés du pouvoir. Cet argent, on peut mieux en faire que d'acheter le silence du pays. La principale leçon stratégique, si l'argent peut indéniablement ouvrir des portes, ce n'est pas un outil infaillible. Cela révèle une vulnérabilité critique dans tout système politique qui repose trop sur le clientélisme. Avec le plan de succession initial en déroute, le cercle restreint du président aurait été contraint de revenir à une stratégie de contingence connue sous le nom de plan patriarche. Ce scénario verrait le président se retirer stratégiquement dans sa maison ancestrale d'Oyo, l'établissant comme un centre de pouvoir parallèle. De là, tel un patriarche supervisant son domaine, il céderait progressivement les responsabilités quotidiennes à son fils. Cependant, ce plan ferait face aux mêmes résistances internes qui ont fait dérailler le Congrès. L'opulence du Congrès du PCT, suivie du lancement d'une campagne présidentielle pour 2026, soulève une question cruciale. Qui paie pour tout cela? Dans un pays confronté à d'importants défis économiques, d'où vient cet argent? Le démarrage précoce de la campagne du président Sassou Nguesso lui donne un avantage formidable. Les candidats de l'opposition n'ont pas accès à ce niveau de financement, créant un terrain de jeu profondément inégal. Les risques éthiques soulevés par cette enquête sont profonds et systémiques. Lorsque les finances de l'État et celles du parti au pouvoir s'entremêlent de manière aussi opaque, la ligne entre l'intérêt public et l'enrichissement privé s'efface complètement. La réponse à la question cruciale « qui paie ?» devient alors douloureusement claire. C'est le citoyen congolais ordinaire. Chaque franc détourné est un franc de moins pour les écoles, les hôpitaux et les infrastructures essentielles, perpétuant un cycle de sous-développement et de précarité. Au-delà des conséquences économiques, le tissu social et politique est mis à rude épreuve. Le futur dirigeant du Congo-Brazzaville, quel qu'il soit, héritera d'un système fracturé, miné par la méfiance. L'autorité, loin d'être acquise, devra être constamment renégociée entre les différents clans et factions qui luttent pour leur part du pouvoir et des ressources. Cette instabilité latente constitue une menace permanente pour la paix civile. Cette histoire nous laisse donc avec plus de questions que de réponses et un sentiment d'incertitude profonde quant à l'avenir du Sassouland. Comment une transition politique pacifique et démocratique peut-elle s'opérer dans un tel contexte? Comment restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions? Les fissures au sein de l'élite dirigeante, autrefois dissimulées, sont maintenant visibles pour tous, annonçant potentiellement une ère de turbulence accrue. Pour continuer à suivre nos investigations sur ces sujets complexes, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de poursuivre notre mission d'information. Comme promis, nous consacrerons une prochaine édition à une analyse approfondie du financement de la campagne présidentielle de 2026, un enjeu capital pour l'avenir du pays. Merci de nous avoir rejoints.